Deuxième conversation en ce samedi 18 mai 2024. Je voudrais intervenir, après avoir écouté en long et en large, les échanges de discours qui ont eu lieu il y a quelques heures à Dakar au Sénégal, entre le Premier ministre du Sénégal, notre frère bien-aimé Ousmane Sonko, président du parti PASTEF, et le fondateur de la France Insoumise, président de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, qui, il faut le rappeler, a été pendant pratiquement 30 ans député français et tour à tour ministre, sous le régime Mitterrand notamment, sous la cohabitation, et pratiquement jusqu'à il y a 3 ou 4 ans, il assumait encore des fonctions de député, et il a déjà à son actif 2 candidatures à l'élection présidentielle française. Ce n'est pas un homme nouveau qui faisait face à notre frère Ousmane Sonko, le Premier ministre du Sénégal. Au moment de prendre la parole sur ce sujet, je voudrais d'abord décliner la méthodologie que j'ai adoptée. Je voudrais vous dire comment je vais procéder. Je vais commencer par faire quelques observations sur le contexte de la rencontre entre le Premier ministre du Sénégal, président de PASTEF, et le président de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Je donnerai quelques considérations contextuelles qui ne sont pas suffisamment prises en compte par plusieurs analystes de cette rencontre. Dans un deuxième moment, nous allons nous intéresser à ce qui a été dit par le Premier ministre Ousmane Sonko. Cela nous intéresse au plus haut point. Nous allons résumer son propos et vous faire écouter un extrait saillant de son propos. Un extrait dans lequel celui-ci martèle les thèses traditionnelles de la grande famille du panafricanisme de gauche. Les thèses traditionnelles de la famille panafricaniste de gauche qu'on s'attendrait à voir soutenues par tous les dirigeants sénégalais actuels, sans exclusive, puisqu'ils se revendiquent tous du panafricanisme de gauche. Nous allons ensuite donc saluer et renforcer la crédibilité des propos prononcés dans la dynamique du panafricanisme de gauche par le Premier ministre Ousmane Sonko. Puis, dans la dernière partie de cette analyse, nous allons nous poser la question de savoir quel rapport il y a entre les propos du président de la République du Sénégal, notre frère bien-aimé Bassirou Diomaye Faye, récemment en visite à Abidjan en Côte d'Ivoire. Quel lien on peut établir entre ces propos et les propos du Premier ministre, président de PASTEF, Ousmane Sonko? Nous allons nous poser dans la dernière partie de cette conférence la question de la cohérence dans le positionnement idéologique et même diplomatique du nouveau pouvoir sénégalais. Si ce programme vous intéresse, alors partagez cette émission et protégez-la. Ne laissez pas l'ennemi nous interrompre. Si ce programme vous intéresse, partagez cette émission et protégez-la. Ne laissez pas l'ennemi nous interrompre. Soyez salués à travers toute l'Afrique, à travers toutes les diasporas. Et je salue la grande nation africaine du Sénégal, qui, je le sais, écoute de plus en plus, depuis plusieurs années, les émissions de votre serviteur. Première partie de notre analyse, des observations sur le contexte de la rencontre. Tout le monde le sait, brillamment élu à la tête du Sénégal, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son premier ministre et président de parti PASTEF Ousmane Sonko sont à la tête du pays. Ils ont pris l'exécutif du pays d'une manière spectaculaire et magistrale. Ils sont sortis de la prison pour aller à la présidence de la République, dont ils ont délogé démocratiquement le despote, l'autocrate Macky Sall, coupable de nombreux assassinats,
coupable d'une répression sanglante dont les conséquences juridiques sont loin d'avoir été entièrement vidées. Oui, cette année 2024 nous a donné à voir le départ d'un autocrate qui était tenté par le sempiternel troisième mandat anticonstitutionnel, qui avait tenté de reporter l'élection présidentielle sénégalaise au 15 décembre 2024, qui avait tenté par toutes sortes d'acrobaties, qui avait tenté de voler à l'intrépide, vigilant et éveillé peuple sénégalais sa souveraineté. Mal lui en a pris. Macky Sall, qui aujourd'hui rase les murs de Marrakech au Maroc et qui s'attend à tout moment que soient lancées véritablement des poursuites pour l'ensemble de ses œuvres néfastes, autant dans le terrain politique que financier, Macky Sall est parti de la plus piteuse des manières. Il est sorti de l'histoire par la petite porte. Dans ce contexte, de très grandes attentes ont été levées dans le peuple sénégalais et dans les peuples africains dont les opinions, en très grande majorité, se sont coalisées autour de PASTEF, de son leader Ousmane Sonko qui était persécuté depuis plusieurs années, de ses leaders emprisonnés, car le président Diomaye lui-même était en prison. L'opinion africaine a massivement basculé pour le duo qui dirige aujourd'hui le Sénégal, et il a été soutenu dans toutes les masses populaires, notamment rassemblées par la magie numérique des réseaux sociaux. Dans cette bataille de l'opinion continentale et mondiale, nul ne niera jamais que les activistes, les militants, les intellectuels panafricanistes ont mouillé le maillot. Nous mouillâmes le maillot au moment même où on disait perdu à jamais Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Nous mouillâmes le maillot, nous, militants, activistes, intellectuels panafricanistes, lorsque certains partisans de mon frère, Succès Masra depuis lors appelé échec, nous disaient que c'était par notre faute, par notre soi-disant radicalisme, dans lequel nous aurions été suivis par nos frères Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, qu'ils se retrouvaient maintenant en prison. Et que nous étions coupables de leur avoir fait perdre le chemin de leur carrière, au moment où Masra, quant à lui, négociait un strapontin de Premier ministre par un pacte passé à Kinshasa. Nous avons traversé tous les colibets quand nos frères Diomaye, Faye et Sonko Ousmane étaient en prison. On nous a taxés de coupables d'un extrémisme qui les a perdus. On nous a moqués jusqu'à ce que le renversement inattendu de l'histoire ait lieu et que les geôliers soient obligés d'ouvrir les prisons dakaroises et que de la prison, Ousmane Sonko accompagne, dans le cadre de la campagne Diomaye Moïse Sonko, son candidat de substitution au palais présidentiel, aux grandes dames de Macky Sall, dont le visage respire depuis lors la morgue la plus totale. Dans ce contexte donc, grande attente du peuple sénégalais et notamment de la jeunesse, grande attente des peuples africains et des opinions amplement mobilisées par les panafricanistes. Dans ce contexte, quelle a donc été la démarche internationale du nouveau régime sénégalais? Le nouveau régime sénégalais a choisi de commencer par ménager les puissances qui n'étaient pas favorables aux opposants Sonko et Diomaye, quand ceux-ci étaient en prison. Arrivé au pouvoir, la ligne diplomatique définie par le duo de PASTEF a consisté à commencer par rassurer les dirigeants régionaux réputés hostiles au peuple. Il n'y a qu'à étudier la carte des visites diplomatiques. Les premières visites diplomatiques qui ont été faites, elles étaient faites pour la Guinée-Bissau, elles étaient faites pour la Mauritanie, elles ont été faites pour la Côte d'Ivoire, là où, que ce soit l'opinion sénégalaise, dans son écrasante majorité,
l'opinion africaine, dans son écrasante majorité, s'attendait à ce que l'exécutif nouveau du Sénégal aille d'abord auprès des persécutés d'Afrique de l'Ouest pour montrer qu'il avait choisi clairement le camp du panafricanisme révolutionnaire, le camp du panafricanisme de gauche et de l'émancipation africaine. Où étaient-ils attendus? Ils étaient attendus à Bamako, ils étaient attendus à Ouagadougou, ils étaient attendus à Niamey. S'ils avaient commencé leur visite diplomatique par l'Afrique persécutée, l'Alliance des États du Sahel, l'Afrique, dans son écrasante majorité, aurait entièrement fait confiance aux visites ultérieures qui seraient rendues à la Côte d'Ivoire sous Ouattara, à la Guinée-Bissau sous Embalo, à la Mauritanie sous El Ghazouani. Tout cela n'aurait pas troublé les Africains. Donc le contexte est marqué par une espèce de nouvelle méfiance qui est née dans l'opinion sénégalaise, dans l'opinion africaine, au regard des premiers pas du président fraîchement élu, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Les Africains se sont dit, mais finalement, panafricaniste de gauche, nous dit-il. Son père nous dit qu'il est le nouveau Sankara, le nouveau Kwame Nkrumah. Son père nous dit qu'il est un Jerry John Rawlings qui arrive. Est-ce que Sankara, Nkrumah ou Jerry John Rawlings auraient rendu leur première visite au support du néocolonialisme, ayant pris le pouvoir? L'Afrique s'est posé ces questions. Et j'insiste, et je persiste, et je signe à dire que ce sont des questions légitimes. Nous ne faisons pas de l'engagement politique une affaire d'amis-amis. C'est aussi d'abord une affaire de vérité et de justice. Il faut que l'opinion et les dirigeants sénégalais sachent que l'Afrique s'est posé ces questions. Et que le peuple sénégalais, y compris le peuple de Pastef, s'est posé ces questions. Alors certains, par complaisance, par compassion, par compréhension, ne vont pas le dire parce qu'ils ont peur de perdre éventuellement quelques avantages. Nous, on peut le dire. Je ne risque rien. Je ne demande rien aux nouveaux dirigeants sénégalais pour moi. Rien. Je ne leur demande rien. Donc je fais mes analyses. Maintenant, il y a un troisième élément important du contexte. C'est l'état dans lequel se trouve l'ancienne puissance coloniale, dont on connaît les liens étroits avec le Sénégal. Les liens de la France avec le Sénégal sont encore plus étroits qu'avec beaucoup d'autres anciennes colonies françaises. Pourquoi? Parce que le Sénégal a été utilisé à partir de la fin du 19e siècle comme la rampe de lancement du colonialisme français en Afrique. Ce n'est pas un hasard si c'est au Sénégal que l'armée française a constitué son premier bataillon de supplétifs, qu'on a appelé les tirailleurs sénégalais. C'était sous Napoléon. Dans les années 1854, est créé un bataillon de supplétifs africains qui vont compléter l'armée coloniale française et qui vont l'accompagner dans les colonisations à l'intérieur du continent. Les tirailleurs sénégalais. Donc il y a à penser et à savoir que le Sénégal constitue depuis le 19e siècle une des pièces maîtresses de l'influence, de la domination et de l'exploitation du colonialisme et du néocolonialisme français par extension occidentale en Afrique. Dans ce contexte, ceux qui viennent d'arriver au pouvoir et qui revendiquent le panafricanisme de gauche sont obligés de donner un signal à la société française en général et à la classe politique française en particulier. Ils sont obligés de le faire, non pas simplement parce que les relations diplomatiques doivent continuer à exister. Ça, le président de Pastef l'a rappelé, notre frère Ousmane Sonko. Mais ils sont obligés de le faire parce qu'il y a trop d'intérêts français en jeu au Sénégal. Ils se sentent donc obligés de donner un certain nombre de signes. Alors, si les dirigeants sénégalais s'étaient levés, les nouveaux dirigeants, pour aller à Paris, alors ce serait le scandale complet. Parce qu'ils ont déjà vu ce que ça a donné d'aller à Abidjan. D'aller à Abidjan avant d'être allé dans les pays persécutés. Vous avez vu le tollé général que ça a donné. Même si les partisans de Pastef sont restés solidaires de leur chef, il y a eu des remous.
Nous sommes tous africains, on se connaît par plusieurs réseaux. Il y a eu des remous. Visite en Mauritanie, même les militants de PASTEF ont dit visite en Guinée-Bissau, ils ont dit l'homme de la force anti-putsch. Visite à Abidjan, ça commençait à couiner dans PASTEF. Donc dans les conditions actuelles, ils savent, les dirigeants de PASTEF et de la République du Sénégal, que se lever pour venir à Paris, ça sera alors le coup d'arrêt à l'état de grâce de l'élection. Alors, quelle est la meilleure façon qu'ils pouvaient trouver pour envoyer quand même un message à la société française? Mais c'est de faire venir un homme politique français dont les positions sont beaucoup plus proches de celles de PASTEF, de celles du nouveau pouvoir sénégalais. C'est dans ce cadre-là qu'ils ont sollicité et qu'ils ont fait venir Jean-Luc Mélenchon au Sénégal. Je suis toujours dans la première partie. J'essaie de vous expliquer le jeu politique qu'il y a là. Pour envoyer un message à la société française, il fallait trouver un interlocuteur acceptable. Le plus acceptable possible, c'est le leader de la gauche radicale, Jean-Luc Mélenchon. D'abord pour son expérience politique et ensuite pour son positionnement critique, relativement critique envers le néocolonialisme français. Donc on fait venir Mélenchon. Mais arrêtons-nous sur Mélenchon. Qui est-il? Moi j'ai voté pour lui. En tant que citoyen français, j'ai voté pour Mélenchon aux 2 dernières élections présidentielles. Parce que il est ici des hommes politiques, celui qui est le plus proche des idées, qu'en tant que panafricaniste de gauche, je défends en Afrique. Donc je voudrais d'abord que ce soit clair. Moi, en France, j'ai été son électeur 2 fois. Ce qui ne m'empêche pas d'avoir un rapport critique à l'homme. Mais qui est Mélenchon? C'est un homme de 70 ans passés, n'est-ce pas? Et c'est un homme qui a une très longue carrière politique, dont une bonne partie a été passée sous François Mitterrand dans le cadre du Parti socialiste français. Mais François Mitterrand, n'est-ce pas lui, l'homme politique qui a rusé avec l'Afrique à travers son discours de la Baule en 1990? Mitterrand n'est-il pas l'un des artisans de la disparition de Thomas Sankara au Burkina Faso? Ne vous souvenez-vous pas de la passe d'armes entre François Mitterrand, élu en 1981 à la tête de la France, sous la bannière du Parti socialiste et du Parti communiste dans le cadre de leur union? Ne vous souvenez-vous pas des répliques virulentes de François Mitterrand à Thomas Sankara critiquant le néocolonialisme, le colonialisme et l'impérialisme français et occidentaux? Ne dit-on pas d'ailleurs souvent que Thomas Sankara signa son arrêt de mort le jour où, en invitant François Mitterrand à Ouagadougou, il se permit de critiquer le soutien de la France au régime de l'apartheid. L'apartheid. Oui, la France de François Mitterrand a soutenu le régime criminel de l'apartheid. Et Mélenchon était au Parti socialiste français. Il faut que vous le sachiez. Parce que le type qui est assis à Dakar devant Sonko, c'est pas un homme neuf. C'est pas un homme neuf. Il a une partie de sa vie politique passée à l'intérieur d'une famille politique néocolonialiste. Car le néocolonialisme français n'est pas que l'apanage de la droite, ou de l'extrême droite, ou du centre. Le néocolonialisme français est un phénomène qui recouvre la quasi-totalité des familles politiques françaises, à quelques individuelles exceptions près. Quand ils sortent des frontières de France, ils estiment qu'il faut systématiquement prendre les seules décisions qui les avantagent globalement, de toutes les façons possibles, la France. Avant toute chose. Donc, il faut que vous voyez très bien que M. Mélenchon, 1, c'est pas un homme politique neuf, 2, c'est un héritier et un admirateur de François Mitterrand. Parce qu'il y en a qui parlent des gens, ils ne les ont pas lus. Alors, tout le temps qu'il parlait, le Premier ministre Ousmane Sonko faisait tout pour ne pas froisser son interlocuteur en le distinguant des autres. En effet, les positions de Mélenchon ont certes évolué, d'accord? Mais Mélenchon est co-responsable du bilan de Mitterrand. Et il est fier de Mitterrand. C'est un mitterrandien, c'est un mitterrandiste. D'accord? Donc on ne peut pas penser que lui, il n'est pas d'une manière ou d'une autre contribué à la prolongation de la France-Afrique, dont la droite, la gauche française ont été co-responsables. Ça, c'est le premier point que je veux souligner. Alors, c'est trop facile d'essayer de présenter l'Afrique comme le lieu où on vient s'acheter une virginité politique à peu de frais. Ce monsieur Jean-Luc Mélenchon, moi je le connais ici en France.
Et je vais vous donner un témoignage personnel. Lors de sa deuxième campagne électorale ici en France, j'ai été approché par des Africains, membres de la France Insoumise, pour aller le voir et essayer de lui demander de bien marquer à l'intérieur du programme de la France Insoumise les revendications de l'Afrique des libertés. Nous voulions que la France Insoumise annonce le retrait sans condition de toutes les bases militaires françaises d'Afrique, que ce soit marqué dans le programme. Nous voulions que la France Insoumise, le candidat de la France Insoumise, dise qu'il va supprimer le franc CFA, car ce n'est pas une monnaie africaine, c'est la monnaie de la Banque de France. Nous voulions que le candidat de la France Insoumise accepte de marquer que les Africains ont le droit de fonder leurs institutions sur leur propre tradition, l'africanophonie. Enfin, nous voulions que le président de la France Insoumise, le candidat de la France Insoumise, s'accorde à soutenir l'Afrique pour l'accès à une position de membre permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies, et par conséquent qu'il fallait que la France cesse de tenir le statut de penholder, tenant de la plume dans les affaires de l'Afrique dite francophone. Voilà les 4 idées avec lesquelles nous devions rencontrer M. Mélenchon. Il a demandé que je lui envoie un draft des idées que j'allais lui exposer. Je lui ai envoyé un draft des idées que je viens de vous résumer. Vous savez ce qu'il a fait? Il a attendu le jour du rendez-vous. Je dis bien le jour du rendez-vous. C'était un mardi de l'an 2022. Le rendez-vous avait lieu à 16h. À 11h, il a appelé tout le monde pour dire qu'il avait un empêchement, il y avait un deuil dans sa famille. On ne pouvait pas avoir la réunion. Et on n'a jamais eu la réunion. Voilà l'homme. Quand il se prépare à être candidat à la présidence, pour flatter les Africains, il donne l'impression qu'il va prendre des mesures radicales. Mais il ne les marque jamais. Il ne les assume jamais. Quand il a fini sa manœuvre, et dans le cas d'espèce, il a perdu l'élection, là il redevient radical pour l'indépendance des Africains. Mais Mélenchon, qui était assis face à notre frère Ousmane Sonko, n'a jamais été clair sur les bases militaires. Il n'a jamais été clair sur le franc CFA. Il n'a jamais été clair. Il n'a jamais été clair sur l'africanophonie. Et il n'a jamais été clair sur la fin de l'influence française dans les affaires africaines. Cela lui vient de son passé mitterrandien. Alors que c'est l'un des hommes politiques français les plus proches des idées du panafricanisme de gauche, je me dois de vous dire que ce n'est pas lui qui va incarner la révolution de la politique africaine de la France. C'est trop tard pour lui. Il a eu 2 occasions. Il n'a pas été à la hauteur. Je vous donne un témoignage personnel. Moi, j'ai été membre du Parti socialiste français pendant 10 ans. Parce que moi aussi, j'ai mon histoire dans cette affaire que je vous raconte. J'étais membre du Parti socialiste français pendant 10 ans. J'ai démissionné quand François Hollande a envisagé que lorsqu'un Français issu de l'immigration commet une faute contre la France, lui, on lui enlève sa nationalité. Mais un Français blanc qui commet une faute contre la France, il n'y a pas de problème. Quand il a dit ça, Hollande, j'ai jeté ma carte du Parti socialiste. Mais je m'étais battu pour que soit inscrit dans le programme de François Hollande, avec beaucoup d'autres camarades au Parti socialiste, nous nous sommes battus pour qu'il soit dit, proposition 58. Je mettrai fin à la France-Afrique. Hollande l'avait écrit, même si par la suite, il devait le trahir. Mais quand j'ai vu qu'Hollande flirtait avec les idées de l'extrême droite, président de la République, osait envisager que quand un Africain d'origine africaine, un Français d'origine africaine, serait en porte-à-faux avec l'État français, lui, on le déshabille, on le met tout nu, alors que quand c'est un blanc français qui fait la même chose, on ne lui fait rien de comparable. Quand c'est sorti de la bouche de Hollande, j'ai jeté ma carte du Parti socialiste. Jusqu'aujourd'hui. Je n'ai plus jamais repris la carte d'un parti français. Vous comprenez? Donc, je voulais commencer d'abord par vous situer. Parce que notre frère Ousmane Sonko, dans son allocution, a semblé donner l'impression que Mélenchon était un saint homme. Un anticolonialiste notoire, un amoureux de l'indépendance. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est un homme ambigu qui était assis là. Ça, c'est voilà la première chose que je veux dire. Par ailleurs, et je finis le premier point, mais qu'est-ce qui explique cette propension des Africains à toujours vouloir avoir une validation extérieure à l'Afrique? Pourquoi les Africains aiment toujours se faire valider de l'extérieur? Pourquoi est-ce qu'il a besoin que Mélenchon vienne pour qu'on ait l'impression, peut-être à la limite, que voilà, il n'est pas anti-français? Ousmane Sonko ni Diomaye Faye n'ont jamais été anti-français.